On va partir dans 4 univers différents de 4 autrices que j'ai soit découvert il y a peu, soit que je viens de découvrir, soit que je connais depuis très longtemps, mais que je découvre sous ce pseudonyme. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. De mon côté ça va parce que je suis contente de vous parler de ces 4 livres, je suis contente de vous parler de ces autrices. Je suis sortie de ma zone de confort au mois de mai et je trouve que ces 4 livres vont vraiment avec cette sortie de zone de confort. Et pourtant ce sont 4 livres que j'ai beaucoup aimés. Et celui que j'ai le moins aimé, c'est peut-être celui qui va le plus vous étonner sur mon avis en fin de compte. Voilà. Alors, nous allons parler de L'inconnu du portrait, qui est l'un de mes coups de cœur du mois, de Camille de Peretti. C'est un livre qui a reçu beaucoup de prix. Je l'ai enfin découvert et je comprends pourquoi. J'ai découvert enfin Claire Norton avec ce livre Le sens de nos pas chez Pocket. J'ai lu un Agatha Christie, mais il ne faut pas lire ça, il faut lire plutôt Mary Westmacott. J'ai lu un livre d'Agatha Christie sous son pseudonyme Mary Westmacott. Et donc il s'agit de Portrait inachevé. J'adore cette couverture. Un petit peu moins l'histoire, enfin je suis un petit peu moins emballée, mais enfin ça veut pas dire que j'ai pas aimé, mais je vous détaillerai ça. Et puis, j'ai lu un petit Agnès Martin-Dugan, La Déraison. Et j'ai beaucoup aimé, et c'est même l'un de mes préférés de l'autrice, et pareil, je vous en parle tout de suite. Alors, j'ai lu un livre de Agnès Martin-Dugan, il s'agit de La Déraison. C'est un livre que j'avais dans ma palle depuis un an, le 9 mai 2023, que je viens de lire un an après, et qui m'a été dédicacé le 21 mai 2024. C'est une collection, c'est une édition collector de chez Michel Lafon, que je trouve très très belle, qui a la particularité d'avoir des pages très blanches. Et c'est curieux parce que des pages aussi blanches, je suis habituée plutôt à les voir dans des livres qui sont, j'allais dire, auto-édités. Bah, alors oui, et aussi sur des livres qui sont en épreuve non corrigée. Voilà, donc ça... Alors moi j'adore les livres papier, donc c'est vraiment des choses sur lesquelles j'accorde de l'importance. C'est-à-dire que j'accorde de l'importance aux marges qu'il peut y avoir, à la police de caractère, à l'espacement entre les lignes, à la taille de la police et donc le nombre de mots sur chaque ligne. Enfin non pas que je fais pas une étude détaillée d'1 heure avant de lire un livre, mais d'un coup d'œil il y a des choses comme ça qui vont me marquer. Et autre chose, alors qu'il n'y a pas dans ce livre, mais qu'il y a dans certains... À une époque, Michel Lafon le faisait, mais je ne le vois plus. Je vois chez d'autres maisons d'édition. En revanche, c'est parfois un espacement de caractère fortement réduit pour que tous les mots tiennent sur une ligne, et quitte à ce que ça permette de ne pas faire un saut de page, par exemple, quand on a juste 3 mots à écrire sur la page d'après. Et ça, on le voit, bah voilà, c'est une gestion comment dire, c'est une gestion de mise en page. Quand vous faites, je sais pas, des rapports, si vous avez fait un mémoire, un rapport de stage, ou si vous faites des documents comme ça au quotidien, c'est des choses sur lesquelles on fait attention, selon le logiciel qu'on a, ça en tient compte ou pas. Et donc, en fait, quand on choisit d'avoir, eh bien... des marges comme ça avec, bon, là il y a beaucoup de dialogue, mais avec le fait que ce soit, comme on appelle ça, justifié sur le côté, c'est-à-dire que on a vraiment un rectangle, les mots débutent toujours au début de la ligne et se terminent toujours exactement au même endroit, bah ça se gère. Et en fait, souvent, ça se gère par un espacement un peu plus important entre les mots. Et du coup, rien sur l'espacement entre les caractères. Mais alors, des fois, il y a certaines maisons d'édition qui jouent sur l'espacement entre les caractères. Donc, c'est-à-dire au sein d'un même mot, on a le mot qui... Et ça, visuellement, ça me gêne un petit peu. Voilà, c'était un détail. Tout ça pour vous dire que c'est une édition collector et que les pages y sont très blanches. J'ai adoré. Donc, 3e Agnès Martin-Dugan que je lis. J'ai commencé comme le monde entier par le livre que tout le monde a lu, mais il faut juste que je me rappelle du titre exact. Les gens heureux lisent et boivent du café. Ah, c'est ça, hein, je pense pas me tromper. Hein. Où est-ce qu'ils sont tous ces livres? Oui. Les gens heureux lisent et boivent du café. Donc ça, je vous l'avais dit il n'y a pas très longtemps. Je l'ai écouté en audio il y a un petit moment et j'avais pas tant accroché que ça.
J'avais été surprise parce qu'on parlait tellement du livre, on voyait partout son livre, notamment en poche. Enfin, je veux dire, la couverture, je la connaissais par cœur. Et alors, quand je vous en ai parlé lors d'un vlog, eh bien, vous avez été plusieurs à me dire pareil, que vous aviez aimé le début, mais moins la fin. Vous avez moyennement accroché. C'est pas le meilleur pour vous. Voilà. Donc, écoutez, je me sentais vraiment rassurée parce que pour moi, c'était incroyable. On ne pouvait pas ne pas apprécier ce livre-là. Et voilà. Mais bon, ça me retente un peu. Enfin. Dans le vlog, je vous disais que j'étais tentée de le relire parce que j'étais peut-être passée à côté de quelque chose d'incroyable. Et quand j'ai eu tous vos retours, je me dis, je suis peut-être pas passée à côté de quelque chose d'incroyable. Donc j'étais tentée de le relire et je ne sais pas. Bon, aurais-je assez d'une vie pour lire tout ce que j'aimerais? Non. Est-ce que du coup, je vais relire un livre où je suis pas la seule à l'avoir trouvé pas coup de cœur? Voilà. Et donc j'ai lu aussi celui de l'année dernière, L'homme aux mille détours, que j'avais beaucoup plus apprécié, ce qui est très drôle parce que je pense avoir plus de points communs où je pourrais m'identifier davantage, où l'histoire des gens heureux lisent et boivent du café aurait pu plus me parler, enfin entre guillemets, que L'homme aux mille détours, que les personnages de L'homme aux mille détours, et pourtant, voilà, c'est comme ça. Ici, dans La déraison, on suit Madeleine et Joshua. Et en fait, on ne comprend pas trop le lien. on suit Madeleine. Les choses arrivent de façon implicite dans le livre. Donc en fait, on apprend peu à peu qu'elle est malade. Et on va la voir avec sa famille, et notamment avec sa fille. Et c'est très fort parce qu'elle n'est pas malade avec un petit rhume et demain ça va mieux. Elle est gravement malade. Voilà, elle est en fin de vie, Madeleine. Elle est pas vieille, hein. Elle est vraiment pas vieille. Et c'est très dur. Voilà. Donc on a ça, on a l'amour de la famille, on a l'amour maternel. C'est très fort à ce niveau-là. Et donc on suit cette histoire, sauf que au milieu de cette histoire, on est vraiment pris et tout. Et ben on a des petites touches d'autre chose. Et on se dit mais qu'est-ce que ça fait là? Puis presque au début, enfin je suis une lectrice des fois un petit peu naïve et je prends pas toujours du recul, je sais, mais je veux pas partir des chapitres avec Madeleine. On voit un Nathan, on voit un Joshua et mais qu'est-ce qu'ils font là? Voilà, qu'est-ce qu'ils font là? Puis bon, au bout d'un moment, ils revenaient, je dis bon, allez, ok, d'accord, c'est bon, j'accepte qu'ils soient là, leur histoire m'intéresse moins, mais bon, je comprends que s'ils sont là, il doit y avoir quelque chose. Donc, il doit y avoir un lien, il doit y avoir un lien avec Madeleine, il doit y avoir quelque chose, sinon, il n'y aurait pas ces petits parasites, je sais pas comment dire, enfin ces petits chapitres parasites qui venaient m'empêcher de continuer ma lecture dans laquelle j'étais bien. Bien évidemment, c'est quand même bien d'être tiré de chapitres qu'on aime bien parce qu'en fait on a très hâte d'y retourner et c'est aussi quelque chose qui vient rythmer. Et puis là on est sur une histoire qui peut être aussi lourde émotionnellement, donc c'est aussi important. Et puis il y a un moment donné où forcément on voit un lien parce que l'autrice elle s'est pas embêtée à raconter n'importe quoi de personnages qui n'ont rien à voir au milieu d'un livre très fort, hein. Non, 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 non. Et donc ces personnages vont arriver, on va voir le lien et ça va être encore plus fort. Et j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce livre qui m'a énormément touchée à plusieurs niveaux et je suis très contente parce que j'entends tellement parler d'Agnès Martin-Lugan et comme j'ai pas eu des expériences incroyables, mince, je suis passée à côté de quoi, enfin c'est toujours un peu frustrant. Il y a des auteurs où oui, on peut avoir des déceptions, ça m'est arrivé sur le mois de mai, j'ai eu 2 déceptions, l'une attendue, l'autre pas du tout. Et c'est dommage en fait parce que voilà, comme je dis, il y a tellement de livres qu'on aimerait lire, tellement, enfin on pourra jamais assez, on pourra jamais lire tout ce qu'on aimerait, c'est pas possible. Déjà pour lire tout ce que j'ai dans ma palle, il me faudrait 1 an et demi. 1 an et demi, si je n'achetais aucun livre, si j'en recevais aucun, si tous mes auteurs préférés arrêtaient d'écrire pendant 1 an et demi, ce que je ne souhaite absolument pas, enfin voilà, donc et tous les livres de ma palle me plaisent, et donc voilà, donc c'est toujours une histoire de choix. On pourrait lire, je lis 25-30 livres par mois, je pourrais en lire 60, je pourrais en lire 100 000, ce serait jamais assez, et c'est le jeu aussi, c'est là où quelque part quand on choisit un livre comme ça au feeling et tout, en fait ce choix peut être considéré comme un choix important parce que voilà,
c'est piocher au milieu de plein de livres qu'on aimerait lire et donc on fait un pari sur le fait qu'on aimera bien le livre. C'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Si vous me dites « Oh là là là, moi je choisis ce livre en croisant les doigts très très fort que je le déteste », je comprendrai pas. Je comprendrai pas. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a plein de livres et tout ça. Et en même temps, parfois on fait des mauvais choix. Et parfois, on sait qu'il y a des auteurs à côté desquels on ne veut pas passer. À côté desquels, enfin, pour lesquels on aimerait avoir des coups de cœur incroyables des auteurs. On commence le livre, c'est un pari parce qu'on ne l'a jamais lu. Et on se dit, mais pourvu que je l'adore, pourvu que je l'adore. Voilà, ça m'est arrivé tellement de fois. Je me souviens très bien de Glacé de Bernard Minier, le premier livre avec Martin Servaz. Et le premier de l'auteur qui a été publié. Et derrière, eh bien, j'espérais que j'aimerais ce livre. J'espérais, j'avais très 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 envie d'aimer les livres de Bernard Minier pour plein de raisons personnelles. Ça a été le cas et je suis contente. Mais en fait, on pourrait se dire, ah, quand on a tant d'attentes, quand on a très envie d'aimer un livre, on va peut-être influencer notre avis parce que on est dans ce comment dire dans cet état d'esprit qui est positif quelque part et on se dit tiens avec cet état d'esprit positif j'ai vraiment envie d'aimer ce livre et donc je vais guider vers mon avis vers le fait que je vais bien aimer. Je suis pas du tout comme ça. J'ai un petit esprit de contradiction, je ne suis pas du tout comme ça. Moi, alors presque ça mettrait la pression non pas que je vais stresser en lisant, non pas que je vais trembler, que je vais me dire pourvu que j'aime ce livre, sinon c'est la fin du monde, pas du tout. C'est plutôt que je vais être exigeante. Et si quelqu'un me dit cet auteur il est génial, là je vais monter mon degré d'attente vraiment de beaucoup. Et comme si c'était un nouveau livre d'un de mes auteurs préférés en fait, parce que c'est vrai que je deviens exigeante avec mes auteurs préférés. Et c'est comme ça que je pense que j'arrive parfois pas à des coups de cœur, alors que ce sont mes auteurs préférés et que je vous dis que j'ai adoré. Mais pas des coups de cœur parce que j'en ai déjà lu de cet auteur et moi je m'attends à ce que l'auteur il fasse à chaque fois mieux, à chaque fois mieux selon mes critères et chacun a des critères différents, ce qui est tout à fait impossible. Mais voilà. Donc en fait je vais vraiment avoir ce truc en mettant la barre haut et en me disant eh ben vraiment, ce livre-là, je m'attends à une belle écriture, à être surprise, à ci, à ça, à ça. Et si les cases, elles sont pas cochées, si les cases, elles ne sont pas cochées, eh bien du coup, je pourrais dire, ouais, j'ai bien aimé. Alors qu'en fait, ça se trouve, le livre, il était vachement bien. Et si j'étais pas partie avec ce conditionnement, eh ben, j'aurais eu un avis différent. Voilà. Donc ça, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aussi, bien sûr qu'on est attiré par certains livres parce qu'on entend les avis des gens. C'est aussi pour ça qu'on va lire des avis sur Instagram. Peut-être que vous regardez cette vidéo, enfin voilà, on aime bien avoir des avis avant de se lancer dans un achat. L'achat d'un livre qu'on pense qu'on aimerait bien. Et du coup, on va lire parce qu'on pense qu'on aimerait bien. Et donc derrière, quand on a eu les commentaires de quelqu'un qui était hyper positif et qu'on a vu en fouillant sur Babelio, en tombant encore dessus sur les réseaux, etc. d'autres avis positifs, et on se dit waouh, ce livre, et ben justement vous vous dites quoi? Waouh, ce livre il va être trop bien et donc je sais que je vais l'aimer. Vous mettez un niveau d'attente assez haut. Enfin voilà, ça m'intéresse d'échanger avec vous en commentaire sur ça, parce que je pense qu'on est assez différents. Donc dans ce livre, juste pour terminer, il est vraiment intense. Les sujets abordés, on va être sur la famille, comme je vous disais, sur l'amour, les différentes formes d'amour, et puis sur la maladie. Et donc ça, c'est quand même un sujet qui n'est pas évident du tout. Et donc c'est un livre qui est vraiment émouvant. Voilà, l'écriture d'Agnès Martin-Lugan est un régal. C'est un petit bijou, c'est un livre qui se lit très vite. Il est court, il fait 250 et quelques pages, mais les chapitres sont courts, il y a des pages blanches et tout. Il se lit donc très vite et voilà, moi c'est vraiment mon préféré pour l'instant de l'autrice, mais j'en ai lu que 3. Donc voilà, je vous le conseille totalement si vous ne l'avez pas encore lu. Donc c'était La déraison d'Agnès Martin-Lugan. Je continue avec mon deuxième coup de cœur du mois de mai. Le premier, c'était Le mystère de la maison aux 3 ormes de Valentin Musso, qui est un méga coup de cœur, et là on est sur un gros coup de cœur. L'inconnu du portrait de Camille de Peretti.
Ce livre, je l'ai vu et je me suis dit, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi parce que je sais très bien, oui, elle est belle, la couverture, elle est très belle. Oui, il y a un tableau et ce tableau me parle pour plein de raisons. Oui, mais en fait, le livre, il donne l'impression d'être un livre de la littérature blanche, presque un livre de la rentrée littéraire. J'ai pas forcément cette sensibilité, je suis pas... je suis pas une grande littéraire, je suis pas... Enfin, moi j'aime bien l'écriture de certains auteurs, mais je vais vous parler d'Agnès Martin-Lugan et de Philippe Besson, qui sont des auteurs plutôt populaires. Des auteurs qui reçoivent 50 000 prix, oui. Alors oui, dans le polar, oui, il n'y a pas de souci. Mais quand on est sur de la littérature blanche, on est parfois sur ce que j'estime parfois être, je suis désolée, mais de la littérature qui est pas toujours accessible, qui est pas toujours fluide, qui est un peu trop complexe. Et c'est pas moi ce que j'aime. C'est pas pour ça que je lis. Je veux dire, si j'ai envie de réfléchir à des trucs, enfin voilà, de cogiter, de faire des liens, de faire ci, de faire ça et tout, j'ai un job pour ça. Et je m'y éclate. Genre, voilà, c'est excellent, c'est trop bien. Et donc, c'est là où du coup, je vais mettre, je vais réfléchir, etc., etc. Quand je me pose sur mon temps libre pour lire, c'est pas pour avoir une lecture dans laquelle je vais devoir faire un effort, parce que c'est pas ça pour moi un loisir. Voilà. Alors après, c'est un loisir sur lequel je communique sur les réseaux sociaux et je prends du temps pour communiquer, mais tout ça, ça reste un loisir, c'est une passion. Sinon, j'en parlerai pas autant. Et donc, du coup, quand je vois ce livre, je vois ça qui est très chouette. Moi, j'adore le vert. En plus, on voit des roses. Je suis très sensible à la peinture. Quand je dis très sensible, et très sensible à certaines formes d'art aussi, parce que j'ai vécu il y a pas longtemps une expérience ça s'appelle, le spectacle s'appelle Luminiscence. Il faut que je fasse un vlog dessus de toute façon, dans l'église Saint-Eustache à Paris. J'ai ressenti les mêmes émotions que quand je suis devant un tableau. Il y a des tableaux qui me parlent tellement que je pourrais en avoir les larmes aux yeux, voire même en pleurer. Voilà. Et ça, ce tableau-là, alors ce n'est qu'un extrait. Franchement, je suis beaucoup plus sensible à cet extrait de ce que j'ai pu voir du tableau en grand. Enfin, en grand. Je ne sais pas quelle taille il fait, mais en tout cas en entier. Et en tout cas là, ça, vous me laissez, je peux rester une demi-heure dessus à regarder et à commencer à avoir les larmes aux yeux. Par les émotions, parce que le vert, c'est ma couleur préférée, les teintes de vert me parlent, on en a énormément, enfin voilà, je pourrais vous en parler des heures. Alors, je pourrais pas vous dire que sous ce tableau, on voit qu'il y a un autre tableau en dessous et on voit que le peintre a peint dessus. Ça, je ne l'aurais pas su. Il a fallu que Camille de Peretti me le dise. Et puis, je peux pas vous dire qu'il y a la technique de machin, et que c'est tel courant, et que... Non, ça, je sais pas du tout. Donc, ce tableau, c'est le portrait d'une dame, le tableau Portrait d'une dame de Gustave Klimt, qui est en Italie, à la Galleria d'Arte Moderna, pardon, Ricci Audi, il me semble que c'est à Plaisance, mais du coup Ricci Audi, ça veut dire que c'est le nom de la Galleria, j'imagine. Donc Galleria d'Arte Moderna, donc galerie d'art moderne, voilà. Donc, le truc, c'est que ce livre, il a eu des prix. Et en fait, il a eu des prix, et notamment le prix Maison de la Presse. Et dans la sélection, vraiment, dans les finalistes pour ce prix-là, il y avait La Dernière Allumette de Marie Vareille. La Dernière Allumette, qui est mon plus gros coup de cœur de l'année pour l'instant et qui n'est toujours pas détrôné. Valentin Musso s'est placé juste derrière. Mais voilà, ça reste mon livre préféré de l'année. Ces deux livres ont en point commun de m'avoir énormément surpris. Et surprise, m'avoir énormément surprise. Et du coup, je voulais savoir quel était ce livre, L'inconnu du portrait, qui avait remporté le prix Maison de la Presse alors que mon méga coup de cœur de l'année était dans les finalistes. Quel livre a détrôné ça? Et on parle d'un prix qui est un prix populaire, le prix Maison de la Presse. On n'est pas sur un prix je sais pas, bon, je vais rien dire parce que ça pourrait être pas très agréable, enfin pas très bien dit, pas avec les formes. Donc voilà, c'est quand même le prix Maison de la Presse. Donc c'est un prix qui est en lien avec mes lectures. Voilà, je pense que comme ça, c'est plus neutre.
Donc je l'ai lu. Alors je l'ai lu aussi parce que je l'ai reçu de la part de Relécom, parce qu'il est aussi finaliste de ce prix-là, mais en fait il a reçu plein de prix ce livre, c'est dingue. Donc j'y suis allée, je connais pas Camille de Peretti, j'ai un livre dans ma palle d'elle depuis très longtemps, Les rêveurs, je vois le livre de très loin, Ah, elle a écrit tout ça quand même. Les rêveurs définitifs, qui est son livre précédent, qui est sorti chez Calman Levy en 2021, donc c'est pas une autrice qui écrit un livre par an. En même temps, il y a du travail sur celui-ci. Donc j'y suis allée en me disant, bon, ok, d'accord, il fait un peu livre, peut-être pompeux, peut-être inaccessible pour une personne lambda comme moi, mais en même temps, il a remporté un super prix, et voilà. Et donc je ne lis rien de la quatrième, j'y vais, et donc là, l'autrice nous explique que Gustav Klimt a fait le portrait d'une jeune femme, d'une très jeune femme en 1910, etc. Et qu'on se retrouve avec un tableau, un autre tableau, et en fait on se dit mince, il y a eu deux tableaux, il y en a un a priori qui a été perdu, celui de 1910, qui ressemblait un peu à celui-ci, mais avec quelques subtilités, et puis en plus il y a eu des histoires, le tableau a été volé, etc. Et puis en fait, une étudiante en histoire de l'art de l'université de Plaisance en 1996 prouve qu'il n'y a pas deux tableaux différents, mais qu'il y a un seul et même tableau, et que l'un a été peint sur l'autre. Voilà, donc ça c'est l'histoire vraie, et derrière Camille de Peretti, elle est partie sur cette histoire-là. Voilà, je vous ai dit que j'aimais bien les tableaux, donc en fait... Bah, forcément, ça pouvait me plaire, en fait. Forcément, ça pouvait me plaire. Et vraiment, il est tellement bien, ce livre. L'autrice va nous parler de plusieurs personnages. On pourrait parler d'une sorte je sais pas, fresque familiale. On va suivre une famille sur plusieurs années, etc. Elle nous introduit des personnages sur quelques chapitres. Et puis, ces personnages, on va les revoir, en fait, tout au long de l'histoire. Et en fait, l'autrice joue avec les temporalités sans nous dire « Eh, on est en 1929, le krach boursier, il arrive. Eh, là, ce coup-ci, on est en 2000 et quelques. » Voilà, il y a des choses qui se passent par rapport à ça, mais je ne peux pas vous dire. Et puis, oh, là, on est plutôt en 1900 et quelques. Et voilà, donc 1910, enfin... Donc en fait, c'est assez original parce que le lecteur n'est pas guidé, et en même temps, elle va un peu jouer de ça aussi, et on est pour autant pas perdu. Enfin, si vous voulez, on avance comme ça, mais c'est vrai que moi, j'aime bien savoir à peu près à quelle période ça se passe, puis il y a des choses, il y a des signes, je ne maîtrise pas tout les trucs, enfin tous les signes qu'il y a pu y avoir, parce que je ne maîtrise pas l'histoire parfaitement dans chaque pays, à telle date, et gna. Bon, le krach boursier, c'est clair et net, c'est bon, il n'y a pas de souci, on le connaît, voilà. Et donc, elle va continuer à jouer avec la double, non, il y a plus de deux temporalités, elle va continuer à jouer avec les temporalités jusqu'au bout. Bon, c'est pas de la manipulation, mais en tout cas, c'est une construction qui est assez originale. Et en fait, je prends ce livre comme un tableau. Pour moi, il a été construit de la même façon. Je ne sais pas comment les peintres s'organisent, mais en tout cas, j'imaginais un tableau où eh bien, l'autrice, elle nous met un petit coup de peinture en bas à gauche, et elle nous dit, tiens, allez, je peins ça, ce sera un petit coup de 1910. Ah, mais si je parle de 1910, il faut que je parle de 1929. Ok, allez, on part à l'opposé. En haut à droite, on met un petit coup de peinture. Ah, ouais, mais ce serait bien que je parle de nos jours aussi. Ok, allez, petit coup de peinture en bas de l'autre côté. Et voilà. Et donc, en fait, elle va continuer comme ça en disant ben là, quand même, pour avancer, 1910, pipo. Enfin, voilà. Et en plus, je vous dis 3 dates, mais en réalité, c'est beaucoup plus que ça parce qu'on va suivre des personnages sur de très nombreuses années. Et il y a des moments, elle va avoir terminé de parler d'une année. Donc la peinture de ce côté-là est finie. Et puis les deux autres vont avancer. Puis il y aura des petites touches en fait. Et ce qui fait qu'à un moment dans le livre, je me dis, ok, en fait, elle avance sur certaines temporalités. On voit que ça se termine, on voit qu'on a des réponses. Sauf qu'en fait, mon tableau, il a encore des zones blanches. Les zones blanches, c'est moi en tant que lecteur, les souhaits que j'avais sur la fin d'histoire. Parce que j'avais pas
sur certaines choses, j'avais pas envie de fin ouverte en fait. Je voulais qu'elle clôture toutes les portes qu'elle avait ouvertes, plein. Elle en a ouvertes tellement dans le livre, des choses où on se dit ah. Mais il se passe quoi? Bah c'est quoi cette famille? Bah c'est quoi? Et c'est qui son père? Et c'est qui? Et du coup tout ça, et ben en fait enfin oui, puis à un moment donné, il y a une famille justement, on la laisse de côté, on aimerait les retrouver, on espère que ce sera le cas, puis elle laisse comme ça plein de zones, enfin comme plein de petits cailloux, et il y a un moment donné, je me dis, attends, elle en a laissé beaucoup, est-ce qu'elle va vraiment tous les ramasser et nous donner une explication sur ce caillou, parce que moi je veux savoir en fait. Et ouais, et ça donne justement la fin d'un tableau, où elle vient par petites touches remplir les zones blanches, et ça y est, le tableau est terminé, l'histoire est terminée, et c'était génial. C'est une construction hyper originale et que j'ai tellement imaginé de façon artistique, je trouve ça extra, voilà, vraiment extra. Donc c'est une histoire imaginée à partir de faits réels, mais en même temps, les faits réels étant tellement titillant tellement la curiosité que je comprends, je trouve que c'est extra d'avoir fait ça. C'est vraiment très très riche parce qu'on jongle comme ça entre les temporalités, entre les personnages, et puis le fait de nous laisser comme ça des zones d'ombre au fur et à mesure, ça apporte de la richesse parce que quand on lit un livre par exemple sur un secret de famille, parce que là on peut dire qu'il y a des secrets de famille, quand on lit des livres avec un secret de famille, ça nous tient en haleine et en fait, et on se dit ah comme un roman policier, après tout un roman policier c'est souvent une histoire dont on va connaître le dénouement à la fin. Et donc des fois il y a des choses entremêlées, mais en réalité tout arrive pour un seul dénouement. Un secret de famille, c'est un seul dénouement. Mais là en fait elle nous en a mis plein. Et c'est plein de petits secrets de famille. Et ce qui nous tient en haleine dans un livre quand il y a un secret de famille, dans un livre quand c'est un roman policier avec un dénouement, ce qui nous tient en haleine, c'est de savoir ce qui s'est passé en fait. Et là, on est tenu en haleine pour savoir ce qui s'est passé sur plusieurs choses. Et voilà, alors c'est pas... on découvre pas le meurtrier machin, on découvre pas... Mais non, c'est plein de choses. Et aussi des choses... pour lesquelles, et alors ça j'aime beaucoup, et ça me fait penser au livre Lorsque le dernier arbre de Michael Christie, qui est un livre de la rentrée littéraire Albin Michel il y a plusieurs années. Eh bien, en fait, il y a des choses que le lecteur sait avant les personnages, ou que l'un des personnages dans le présent, enfin, l'un des personnages dans une certaine temporalité, ce personnage a besoin d'avoir des réponses. Les réponses se passent dans le passé d'un autre personnage et donc à une autre temporalité. Et voilà, j'aime bien ce côté où en fait c'est... et puis des a priori, des non-dits, parce que l'histoire de famille est assez complexe, hein, donc on suit une famille sur aussi plusieurs générations, et donc derrière, bah oui, il y a parfois des non-dits, parce que des préjugés, parce que l'histoire est pas simple, et que naturellement, on peut pas dire que les enfants aiment leurs parents et inversement, et puis comme ça, de génération en génération, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et enfin voilà, je vais pas vous en dire plus que ça, sauf que tous les prix sont justifiés, ce livre les mérite, il est excellent et moi j'ai qu'une seule envie, c'est de voir ce tableau en vrai. Voilà, je sais que cet extrait il me parle énormément, mais j'aimerais voir le tableau en vrai et voir les émotions que ça me provoquerait en vrai. Voilà. Donc je vous le conseille totalement, il mérite d'être vraiment lu et beaucoup plus connu malgré tous les prix qu'il a, c'est qu'il l'est déjà, mais en fait on ne voit pas tant passer sur les réseaux je trouve. Je continue avec Portrait inachevé. J'avais très envie de lire un livre d'Agatha Christie. Bon, je ne peux pas arrêter ma phrase là, parce que ça vous vous en doutez, j'avais très envie de lire un livre d'Agatha Christie comme tout le temps, comme chaque mois. Ouais, mais j'avais très envie de découvrir Agatha Christie sous son pseudonyme. Bah, je trouve ça original, enfin, c'est quand même mon autrice préférée qui écrit des polars, des romans policiers qui sont excellents, j'adore et tout. Ouais, mais elle a écrit autre chose, donc pourquoi pas la découvrir en fait dans cette autre chose. Là, en l'occurrence, c'est Portrait inachevé, qui est le deuxième livre que l'autrice a écrit sous ce pseudonyme.
Et c'est un livre qui est sorti en 1934 au Royaume-Uni et il a fallu attendre 1983 pour que le livre sorte en France, sachant que l'autrice est décédée en 1976. Donc il est sorti en France, j'imagine, alors qu'on savait déjà que Mary Westmacott était Agatha Christie, alors que quand il est sorti au Royaume-Uni, c'était pas le cas. C'est très difficile de trouver des informations dessus. Pourtant, ce serait passionnant de savoir justement quand est-ce qu'elle a été découverte. On sait que sa meilleure amie l'a découverte en fait. Elle a lu des livres de Mary Westmacott, elle a reconnu le style d'Agatha Christie, les anecdotes d'Agatha Christie et elle lui a dit, elle lui a fait comprendre par une petite phrase rigolote qu'elle savait que c'était elle. Ok, mais est-ce que du vivant d'Agatha Christie, elle a été démasquée par d'autres personnes? Ou est-ce qu'elle en a mis dans le secret? Et si c'est arrivé en France en 1983, est-ce que ma déduction est logique ou pas? Est-ce qu'elle est arrivée en France parce que c'était Agatha Christie? Est-ce que quand les livres étaient écrits sous le pseudonyme de Mary Westmacott, on les considérait presque écrits par une inconnue et ces livres ne méritaient peut-être pas d'être traduits parce qu'on les considérait peut-être pas comme assez bons, alors que en mettant dessus le tampon, la signature Agatha Christie, là ça marche mieux. C'est intéressant tout ça quand même. Il n'y a rien, je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé sur ça. Enfin, je trouve ça dingue en fait. J'ai lu des choses dans son autobiographie, j'ai lu des choses dans des biographies, mais ça, c'est quand même incroyable. Une autrice incroyablement connue qui écrit sous un pseudonyme, on n'arrive pas à savoir si elle a été démasquée par tous, ou si elle l'a annoncé, ou si on ne sait pas. On ne sait pas. Enfin, en tout cas, moi, j'ai rien trouvé. Voilà. C'est très frustrant. C'est un livre dont j'aurais du mal à vous dire mon avis. Ouais, c'est pas très positif quand ça commence comme ça. Et pourtant, c'est pas négatif non plus. Mais c'est pas si positif que ça. Ça, c'est clair. Portrait inachevé. Portrait inachevé, c'est une fiction. Donc on a Mary Westmacott qui écrit ce livre. Et qui va parler d'une femme, de l'enfance d'une femme, de quand elle grandit, de quand elle se marie. Et cette femme, c'est ni plus ni moins qu'Agatha Christie. Ah ouais, et c'est là aussi où ça fait bizarre. C'est que moi, j'ai lu 2 fois 90% de l'autobiographie d'Agatha Christie. Je l'ai relue au mois de février, je compte toujours terminer l'autobiographie, mais je ne l'ai pas encore fait, il faudrait que je le fasse. C'est marrant parce que j'ai arrêté les 2 fois avec un intervalle de 12 ans, 13 ans. Entre mes 2 lectures, j'ai arrêté 2 fois à peu près au même endroit. Et j'ai à peu près le même avis sur cette autobiographie. C'est-à-dire que l'autobiographie est consacrée pour la moitié à son enfance et après sur la suite de sa vie. Bah ouais, mais en même temps, c'est une autrice qui a écrit, on est à plus de 90 romans, recueils de nouvelles, pièces de théâtre, donc c'est énorme. Comment résumer ça en la moitié d'un livre, sachant qu'en plus l'autrice ne tient pas à nous donner des informations dessus. C'est très frustrant. Mais elle nous donne beaucoup d'anecdotes sur sa vie. Et comme par hasard, le personnage d'Agatha Christie, enfin le personnage de Mary Westmacott, dans Portrait inachevé, a exactement les mêmes anecdotes. Je pourrais vous en citer 10 au moins. C'est la même chose. Ce personnage, c'est ni plus ni moins qu'Agatha Christie. Il y a une petite anecdote avec un papillon et la mère d'Agatha Christie qui perçoit la sensibilité de sa fille et son attachement pour les animaux. Il y a les amis imaginaires qu'Agatha Christie avait quand elle était petite. Il y a ses premiers balles, la façon dont ça fonctionnait, où est-ce elle est entrée dans le grand monde, c'était pas en Angleterre, le fait que son père a été malade, il était fatigué, ils ont été en France, il est mort quand elle était jeune, en France ils ont recruté une gouvernante française pour qu'Agatha Christie ou le personnage de ce livre puisse apprendre le français. Ouais, mais à un moment donné, il y a l'une de ces personnes qui devait apprendre le français à Agatha Christie qui était un peu trop molle et Agatha Christie la faisait tourner en bourrique, donc c'était pas la personnalité qu'il fallait, donc la mère a été chercher quelqu'un d'autre. Mais c'est la même vie. Le truc, c'est que dans ce livre, le personnage principal n'a pas de grande sœur alors que Agatha Christie en avait une. Par contre, elle a un grand frère. Et ce qui est alors assez rigolo, c'est que en fait, Agatha Christie n'a jamais été proche de son frère et il était assez particulier sur
plusieurs sujets. Elle était très très proche de sa sœur. Il y avait beaucoup d'écart entre eux, pourtant, Agatha Christie était la dernière. Mais très proche de sa sœur, beaucoup moins de son frère, qui pouvait un peu inquiéter ses parents, qui faisaient des choix douteux, vraiment, enfin, voilà. Et en fait, tout ça, c'est décrit dans ce livre, avec un point différent, c'est qu'elle elle met des mots sur son frère, sur sa façon de raisonner, sur des choses, et en fait, elle ouvre, je trouve, une piste à laquelle je n'avais jamais pensé. Son frère ne fonctionnait pas du tout comme elle psychologiquement et avait peut-être, je vais pas dire quelques retards, mais était peut-être différent sur quelques aspects en fait. Elle l'ouvre un petit peu dans ce livre, c'est pas évoqué dans l'autobiographie, je l'ai jamais lu dans une biographie, mais en fin de compte ça expliquerait, je trouve, certaines choses, certains faits avec son frère. Donc voilà, donc c'est original qu'elle ait gardé plutôt son frère que sa sœur dans le livre. Et puis bah, bien sûr, le personnage principal se marie avec quelqu'un qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Archibald Christie, c'est incroyable. Et elle a une fille qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Rosalind, la fille d'Agatha Christie. C'est le monde est quand même que de hasard, que de hasard. Voilà, donc ça m'a un petit peu gênée parce que si vous voulez, je peux prendre beaucoup de plaisir à relire ABC contre Poirot, à relire ABC contre Poirot comme je l'ai fait ce mois-ci. Je peux prendre beaucoup de plaisir puisque c'est un livre que j'adore et parce que... ah oui, c'est un livre que j'adore et je sais ce qui va se passer, mais j'y vais et je le sais en fait. C'est pour ça que je re-signe et que je relis ce livre. Enfin, c'est parce que je l'ai adoré et qu'en plus, à ma relecture, je retrouve des trucs que j'avais pas vus à ma relecture précédente, que j'avais pas vu à ma relecture précédente et ainsi de suite. Là, c'est un livre que je l'ai jamais lu, en théorie. Voilà. Donc, je suis pas censée savoir ce qui va s'y passer. Après, on peut très bien lire une biographie sur quelqu'un, on connaît sa vie et du coup, on se doute de ce qui va se passer. Et voilà. Mais c'est pour en apprendre plus. Voilà. C'est très perturbant de lire un livre qu'on n'a jamais lu, de savoir ce qui va se passer et de ne pas s'y attendre. Quand on commence le livre, on ne s'attend pas à connaître l'histoire. Et quand on est dedans, on peut dire « Ah oui, d'accord, dans 2 pages, je sais qu'il va se passer ça. Ah oui, ce personnage qu'elle appelle comme ça, oui, ok, je vois très bien. C'était le gars avec qui elle s'est fiancée avant Archibald Christie. Et je sais qu'elle va rompre les fiançailles. Ah lui, ah bah, il ressemble comme 2 gouttes d'eau à Archibald Christie. Ah oui, ah bah tiens, la mère du personnage principal ne supporte pas le mari de sa fille. Ah bah tiens, comme c'est bizarre. » Voilà, c'est incroyable, incroyable le nombre de points communs. Donc c'est perturbant. Parce que voilà, moi j'ai envie de découvrir des livres et j'ai pas envie, enfin parfois je peux effectivement relire des livres et c'est un choix, mais j'ai pas envie de découvrir un livre que je connais déjà, c'est très bizarre. Donc c'est pour ça que mon avis il est pas positif, totalement positif. En revanche, ce qui est positif, c'est que Agatha Christie a écrit ce livre sous son pseudonyme Mary Westmacott. Autrement dit, elle avait une certaine liberté pour écrire. Et il est beaucoup plus intime que l'autobiographie. Elle va se livrer davantage dans ce livre. Elle avait certainement, comme je dis, cette plus grande liberté, enfin je pense, hein, donc plus intime, mais il y a aussi autre chose. C'est que ce livre, il est sorti en 1934 au Royaume-Uni, et donc il a été écrit avant, et donc il a été écrit peu de temps après son divorce. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que on parle énormément de la disparition d'Agatha Christie. C'est quelque chose, voilà, quand quelqu'un parle d'Agatha Christie et s'y connaît pas beaucoup, le premier truc que la personne va vouloir placer, c'est « Ah oui, puis vous étiez au courant qu'elle avait disparu ?» Voilà, c'est le truc incroyable que tout le monde sait ou est content d'apprendre aux autres. Moi, j'aime pas ce passage de sa vie. Voilà, j'aime pas ce passage de sa vie. Parce qu'il reste totalement inexpliqué, parce qu'elle l'aborde quasiment pas dans son autobiographie, parce que du coup les gens en jouent, en font 3 tonnes sur ça, et on ne peut pas résumer la vie d'Agatha Christie, l'œuvre d'Agatha Christie à ce qui s'est passé sur quelques jours dans sa vie.
Donc je comprends, oui, qu'à l'époque ça a fait un truc incroyable parce qu'elle avait du succès, euh, et qu'on a même mis enfin le truc de fou, Sir Arthur Conan Doyle sur le sujet, qui lui en fin de vie était très spiritisme et compagnie. Donc on l'a pas appelé pour qu'il fasse faire vivre en vrai Sherlock Holmes, mais plutôt pour d'autres choses. Bon, voilà, oui, ça a fait plein de choses, ça a fait plein de choses, ok, voilà, très bien. Ça a permis d'écrire 50 000 livres sur ce qui a pu se passer, des livres plus ou moins bons. Bon. Moi, j'aime pas trop ce passage-là. Et puis en plus, pour moi, c'est presque... je peux pas dire un non-sujet, enfin, j'aurais vécu le truc à l'époque, j'aurais trouvé ça incroyable. Mon autrice préférée qui essaye de me manipuler dans ses livres, qui a toujours des dénouements incroyables, elle disparaît. Enfin, ça aurait été genre un escape game grandeur nature et avec une histoire vraie, quoi. C'est sûr que ça titille la curiosité, mais on va être... Enfin, on est 90 ans, 100 ans après que ça se soit passé. Enfin, c'est bon, on peut passer à autre chose et retenir autre chose de sa vie. Mais... Et puis en plus, c'était peu de temps après son divorce avec Archibald Christie. Et en fait, ils ont tenté de renouer, enfin... Mais lui, il voulait partir avec sa maîtresse. Et elle voulait pas trop lâcher le truc, mais à un moment donné, c'est comme quand vous avez quelqu'un qui démissionne dans une boîte. Vous pouvez faire en sorte qu'il fasse son préavis jusqu'au bout, jusqu'au bout. La personne, elle a démissionné, elle veut partir, quoi. Donc, elle sera quand même un petit peu moins efficace que jusqu'au bout. Enfin, donc voilà, là, c'est encore plus grave. Il veut divorcer, il veut partir, elle veut le retenir. Ils vont essayer de s'arranger. Et puis, la fille d'Agatha Christie, comme la fille de ce personnage, adore son père. Et ils sont pareils. Agatha Christie a parfois du mal à se placer dans ce duo. Ils résonnent pareil. Et donc, Agatha Christie paraît farfelue pour un esprit comme Archibald et comme sa fille Rosalind. Et Rosalind en a toujours, on suppose, elle en a toujours un peu voulu à sa mère de s'être séparée de son père. Elle n'a pas été tendre avec sa mère. Du coup, c'est une personne avec laquelle j'ai un peu de mal, enfin, parce que c'est pas gentil avec sa maman, et sa maman, c'était la reine du crime. Donc voilà, il y a tout ça. Donc elle vit ça, Agatha Christie. Et juste avant, elle a vécu le décès de sa mère. Elle était très proche de sa mère. Sa mère décède, son mari, peu de temps après, en bon psychologue, lui annonce que, ok, elle était pas bien pour s'occuper de lui, elle était pas bien, sa mère est décédée. Ok, bah écoute, moi j'ai été voir ailleurs, elle le raconte davantage d'ailleurs dans Portrait inachevé que dans son autobiographie. Ok, j'ai été voir ailleurs, eh bien, tant pis pour toi, t'avais qu'à mieux te remettre du décès de ta mère, c'est horrible, c'est horrible. Voilà, elle n'a pas pris assez soin de lui. Il avait vraiment un comportement particulier, hein. Il était vraiment particulier. On l'entrevoit dans son autobiographie, mais alors là, on le voit bien. Particulier, ouais. Le mariage a été un peu précipité, il y a eu de l'impulsivité, il y a eu de la passion. Donc, ils se connaissaient peu et bon, il y a des petites choses... l'amour rend aveugle, comme on dit. Là, je pense que c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est drôle, hein, une autrice qui est aussi logique dans ses livres et en fait dans sa vie, elle n'était pas comme ça, enfin elle n'était pas tant que ça. Et en fait, sur la fin, parce que je vous ai raconté beaucoup du livre, mais vous pouvez le découvrir. Mais si vous voulez lire, lisez-le comme l'autobiographie, oui, une autobiographie, parce que c'est comme ça qu'il faut lire. Donc je ne vais pas vous dire la fin, mais en tout cas la fin, je trouve, pour moi, et je le prends comme ça, donne une explication à sa disparition. Voilà, c'est tout. Pour moi, l'explication, elle est là. Voilà. Il n'y a plus de secret. Et je termine avec Le sens de nos pas de Claire Norton. Première fois que je lisais l'un de ses livres et je ne regrette pas du tout. C'est effectivement très bien écrit, aussi bien que ce que les gens pouvaient le dire. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est un livre que j'avais reçu en service presse au mois d'avril 2023. Et voilà, je l'avais laissé en me disant, si je la vois à un salon, je m'organise pour le lire avant. Et c'est ce qui s'est passé. Je l'ai vu au salon Livre à Vannes et je me suis organisée pour le lire avant. Et
Et j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé son écriture. Le sens de nos pas, c'est un livre qui va avoir deux personnages principaux. On a Auguste. Auguste, il a 85 ans. Il vit au Vésinet, à côté du parc des Ibis. Et figurez-vous que j'ai vécu au Vésinet, à côté du parc des Ibis pendant 1 an. C'est là où j'ai passé la fin de ma première grossesse. C'est les premières fois où j'ai pu me lever et marcher après un alitement strict, c'était dans les Ibis. Et les premières balades en poussette avec ma grande, c'était aux Ibis. Et il s'avère qu'il y a un petit paquet d'années, c'est aussi là où j'ai appris à faire du vélo, parce que c'était pas très loin de là où j'habitais avant. Enfin, pas très loin. Une demi-heure de route, quoi. Voilà. Et donc on a notre Auguste, et puis on a un autre personnage principal, c'est Philomène. Philomène, elle a 15 ans, et en fait c'est terrible pour elle parce qu'elle vient de perdre sa maman. Et ce sont deux personnages qui n'ont rien à voir, mais ils vont se rencontrer aux Ibis. Auguste, donc bon, 85 ans, il vit chez son fils et sa femme, où on peut dire que son fils et sa belle-fille et son petit-fils sont venus s'installer chez lui. Ils sont convaincus que Auguste est sourd. Auguste, des fois, fait un petit peu ce qui l'arrange, mais ce qui l'arrange parce qu'en fait, on vient vraiment l'ennuyer. Et je le comprends tellement. Sa belle-fille, elle est insupportable. Elle me fait tellement penser à des gens que je souhaite ne plus voir. Enfin, on peut pas faire ça, mais bref, elle me fait penser à des personnes vraiment que je n'apprécie pas du tout. Elle est pas bien. Elle est pas bien du tout. C'est horrible ce qu'elle fait. Puis son fils, en fait, en mode à la fois jamais là, et puis en mode je me mêle pas de ça, quoi. Voilà. Très courageux. Donc c'est assez dur. Et puis, bah oui, comme Philomène, forcément, je vous le dis, c'est très difficile. Et puis, en fait, Auguste, il a envie qu'on lui fiche la paix. Puis, à un moment donné, il est comme ça, dans son parc, sur son banc. Puis, il y a une petite jeune de 15 ans qui arrive, donc c'est forcément Philomène. Et puis, elle vient le titiller, elle lui dit, ben, je me pose des questions, parce qu'en fait, ma mère, je sais pas, mon père, il m'en parle pas, j'ai surpris des conversations au téléphone, on parle de suicide, mais il s'est passé quoi, et comment elle est partie, enfin... Et en fait, Auguste, lui, il parle tout seul, il est dans son truc, voilà, il veut qu'on lui fiche la paix, enfin, notamment qu'il soit chez lui tranquille, et c'est pas possible parce que tout le monde a débarqué pour commencer à préparer leur héritage, voilà. Et donc en fait, il écoute cette petite fille, mais il n'a pas envie de l'écouter, donc en fait il parle tout seul, et à un moment donné il dit un truc, et la petite elle dit ah ouais, enfin la petite elle a 15 ans, elle dit ah ouais super idée, sauf en fait il s'adressait pas à elle, mais elle l'a pris comme ça en fait. Et donc de cette sorte un peu de quiproquo qui mène loin, eh bien ils vont former un duo assez improbable, ils vont vivre certaines aventures qui vont mener. La finalité de ces aventures pour l'un des deux personnages est très dure, hein, elle est voilà, très difficile. Et en fin de compte, c'est un livre qui va parler de la mort, donc ça paraît pas joyeux comme ça, mais de la mort sous plusieurs aspects. Parce que Auguste, bon, il a 85 ans, il est en fin de vie. Philomène a perdu sa maman. Et donc en fait, on va avoir ces deux rapports à la mort assez différents. Ça va s'entremêler. Et du coup, c'est pas un livre où on va suivre un personnage, un objectif, une histoire. C'est un livre où on va suivre en parallèle deux personnages, deux objectifs, deux histoires, et pas que. Parce qu'il y a des personnages secondaires qui sont assez importants, assez intéressants, et qui vont venir se greffer au fur et à mesure de leur route, en fait. Et puis, eux aussi vont apporter des choses. Et voilà, le livre, le titre du livre, Le sens de nos pas, c'est un titre qui va extrêmement bien à ce livre. C'est exactement ça. J'ai adoré. On pourrait se dire c'est un livre très triste. Alors oui, c'est le cas. Il y a des moments qui sont vraiment tristes. C'est émouvant à certains moments. Là, on parle de la mort. Hein, et puis, comme je vous dis, pour plusieurs personnages, sur plusieurs aspects. Donc, oui, c'est difficile. Il y a des secrets, il y a des choses, etc. Mais oui, le livre, il est difficile. Et en même temps, je l'ai trouvé très beau. Et je suis ressortie de ce livre avec un côté de... Ah, ce livre m'a fait du bien. Il y a un petit côté de développement personnel. Vraiment tout petit, mais juste assez
pour que de mon côté, vu comment je fonctionne, que je ne le rejette pas en me disant c'est un livre d'honneur de leçons, je n'en veux pas, pas du tout, pas du tout. C'est un livre qui se lit très bien, une histoire qui se lit très bien, mais en même temps, il y a un petit côté développement personnel tellement bien saupoudré qu'en sortant de ce livre, on n'a qu'une seule envie, c'est se dire il faut que je n'oublie pas mes proches, il faut que que je pense aux autres, que je pense à ce que je veux laisser comme trace, ce que je comprends, à l'impatience, voilà. Donc c'était très bien. Je vous le conseille si vous ne l'avez pas lu, même s'il est vraiment émouvant. Je vais m'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire. Je vous souhaite de super bonnes lectures et bien évidemment, on se retrouve très vite. À bientôt.